Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau chapitre de notre cours d'ISN qui concerne donc les langages et la programmation. Nous en avons déjà un peu parlé, mais nous allons voir en détail ici quels sont les ingrédients des programmes, qu'est-ce qu'on retrouve en fait comme éléments dans nos programmes systématiquement. Alors vous allez voir qu'au travers ce chapitre, je vais faire l'analogie avec un exemple concret qui est une recette de cuisine, puisqu'on retrouve des éléments, on va dire, comparables. Donc dans un premier temps, l'élément de départ, c'est ce que nous appelons les variables. Les variables sont donc les objets que nous manipulons dans notre programme et qui vont contenir des valeurs qui peuvent être très différentes les unes des autres. Donc dans un premier temps, voici une définition de ce qu'est une variable. C'est donc un objet, un espace mémoire qui va permettre de stocker soit une valeur, soit une expression, et on verra un peu plus loin ce que c'est qu'une expression exactement. Alors, toute variable est définie par certaines caractéristiques, à commencer par le type de la variable. Qu'est-ce que c'est que le type? Il en existe plusieurs. Les types simples, par exemple, on va avoir les entiers pour int, char qui sont des caractères, c'est-à-dire les lettres, les doubles qui sont les réels, les booléens, qui peuvent prendre la valeur 0 ou 1 ou vrai ou faux, et plein d'autres évidemment. Et il existe quelques types de variables complètes, comme les tableaux, les vecteurs ou les chaînes de caractères. Comme leur nom l'indique, elles sont complexes parce qu'elles contiennent tout simplement plusieurs variables de type simple. Elles sont définies également par la taille occupée en mémoire, en nombre d'octets, comme vous pouvez le voir dans le document support du cours que j'espère que vous avez avec vous pour suivre cette vidéo. Donc selon la nature et le type de la variable, on va occuper plus ou moins d'espace dans la mémoire. Le booléen occupera bien évidemment 1 bit, alors qu'un entier va occuper un octet, par exemple. On va associer à ces variables une valeur, avec une plage de valeurs définie, donc 0 ou 1 ou vrai-faux pour un booléen, comme je l'ai dit précédemment. Un nombre entier va pouvoir évoluer entre moins 32 768 et aller jusqu'à plus 32 767, selon le type qui lui est associé. Un caractère peut prendre la valeur A par exemple. On notera les guillemets simples pour le caractère, tandis que la chaîne de caractères ou le message aura lui des guillemets doubles, etc. etc. Donc, un exemple ici, vous avez une variable qui va être définie par son nom, qui peut être lettre pour un caractère, index pour un nombre, mot pour une chaîne de caractères, ou image, qui sera finalement associée à une chaîne de caractères, qui va aller chercher un fichier, par exemple, sur Internet. Ensuite, dans les différents types, vous voyez ici, la liste est exhaustive, et elle dépend bien évidemment du langage. L'appellation peut être légèrement différente, mais on a beaucoup de points communs entre les différents langages, que ce soit Java, pour la version complète, JavaScript que nous utilisons, le C, ou encore d'autres langages. Les points importants à retenir pour une variable, c'est tout d'abord la déclaration de la variable. Il faut la déclarer, sinon elle n'existe pas. Si on ne dit pas au programme que ma variable a un type donné, un nom déterminé, le programme ne comprendra pas de quoi on parle lors de la compilation, il aura donc des messages d'erreur. Donc par exemple ici, type 1, d'accord, nom de variable 2, nom de variable 3 par exemple. En association, on aurait double, c'est-à-dire un nombre réel, associé aux variables y et z, qui pourraient être des coordonnées par exemple. Alors un cas particulier pour les constantes, où on va rajouter en fait l'élément final devant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est une constante, ça veut dire qu'elle ne change pas, elle n'évoluera pas au cours du programme, c'est une valeur de référence. Si j'ai une variable, avant de pouvoir l'utiliser, il est très fortement recommandé, même si on peut parfois s'en passer, d'initialiser nos variables. Que veut dire initialiser notre variable? Ça veut dire mettre une première valeur dedans, comme ici par exemple le double D, auquel j'associe la valeur 431,123. C'est important de le faire, sinon je ne connais pas, lors du premier appel de ma variable, le contenu de la zone mémoire. Ça veut donc dire que l'ordinateur ou le microcontrôleur utilisé prendra la valeur qui était précédemment contenue dans la zone mémoire. Donc il est extrêmement important d'initialiser les variables pour éviter les erreurs de traitement. Ces variables peuvent être de deux types principaux, les variables globales, d'accord, qui sont déclarées dès le début du programme, et qui ont une portée générale. Ça veut dire qu'on peut les utiliser à n'importe quel endroit du programme.
il existe un autre type de variable, les variables dites locales. Alors pourquoi locales? Parce qu'elles vont être déclarées à l'intérieur d'une fonction, comme ici par exemple la fonction qui s'appelle écart date jour. Je définis les variables entières, nombre de jour 1 et nombre de jour 2. Ces variables n'existent qu'à l'intérieur de la fonction. Par contre, vous voyez au-dessus que j'ai défini les variables AMJ et A2M2J2 comme variables globales. J'ai tout à fait le droit de les réutiliser dans mon sous-programme qui est ma fonction écart date jour. Voilà la différence entre une variable globale, portée générale, et locale à l'intérieur d'un sous-élément. Comme nous venons de le voir, les éléments de base de mon programme sont les variables qui doivent appartenir à des types. Donc, afin de comparer ce que nous avons vu au travers de Java School, je vais vous montrer un exemple concret au travers d'une recette de cuisine, tout bêtement, parce que la recette de cuisine respecte exactement les mêmes règles que la conception d'un programme. La première étape dans un programme est de définir correctement ces variables qui vont chacune avoir un type défini. Et bien dans ma recette de cuisine, c'est exactement la même chose. Par exemple ici, je vais devoir utiliser dans ma recette un peu de farine, d'accord, en quantité définie, donc ça va être la définition de ma variable, l'initialisation de ma variable, plus exactement. Donc cette farine pourrait appartenir au type des poudres, par exemple. Deux autres poudres, que je pourrais aussi typer d'une autre façon, par exemple, comme condiments, sel et poivre, hein, ce sont des poudres, donc ça pourrait très bien faire partie de la catégorie des poudres, ou des types poudres, ou encore du type condiment. Un autre exemple de variable, dans ma recette, je vais utiliser du lait, donc typé comme liquide par exemple. Et enfin, le type matière grasse avec une certaine quantité de beurre. Donc ces variables, une fois définies, pourront être utilisées dans mon programme, soit dans le corps ou dans le programme principal, ou encore dans les fonctions. Deuxième partie, on va regarder comment on peut décortiquer les éléments d'un programme avant de les présenter. Voici une liste d'instructions qui vous est donnée dans le document support, que vous pouvez copier-coller dans Java School et le tester, hein, je vous invite à le faire, et ensuite à le commenter. Alors ici, on est clairement en présence de la déclaration de mes variables, c'est-à-dire l'endroit où je dis, voilà, mes variables sont de type entier, int, et elles s'appellent a, b, x et y. À noter ici à droite une autre façon de le présenter qui n'occuperait qu'une seule ligne. Excusez-moi. Deuxième étape ici, je fais une affectation. Ça veut dire que je vais rentrer la valeur 4 dans A et la valeur 7 dans B. Il s'agit bien évidemment de mon étape d'initialisation des variables. Je stocke une valeur dans les variables A et B, en l'occurrence. Alors ici, un nouvel élément, je fais appel à une instruction qui est dans ce cas-là, println, une fonction prédéfinie du langage Java School. Print pour imprimer, et ln pour dire sauter la ligne. Qu'est-ce que ça veut? Que va-t-il se passer dans le programme? Il va tout simplement afficher le message à vous de jouer, et passer à la ligne pour afficher le message suivant la prochaine fois que l'instruction print ou println sera appelée. Troisième exemple ici, on fait encore une affectation, mais cette fois, on ne fait pas une initialisation par des valeurs tapées à l'avance, mais on va demander à l'utilisateur de les saisir. Donc ici, read int pour lire un entier, stocké dans X, puis read int pour le stocker dans Y. On va affecter les valeurs saisies au clavier par l'utilisateur dans les variables X et Y. Ici, on a une séquence un peu plus complexe qui fait appel à des tests. On le voit bien ici avec l'appel if, qui veut dire si en français. Donc, si une condition donnée, donc ici avec une instruction X est-il égal à A et Y est-il égal à B, donc dans le cas où les deux conditions sont vérifiées par l'instruction et, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, à ce moment-là, je vais afficher le message coulé. Sinon, je vais regarder quelles sont les possibilités. Est-ce que soit l'un des deux est vrai, donc est-ce que A est égal, est-ce que X est égal à A ou est-ce que Y est égal à B? Dans ce cas-là, je suis en vue, c'est le principe de la bataille navale. Sinon, je suis à l'eau, je suis trop loin de mon bateau. Donc séquence de test avec résultat qui dépend des valeurs. Étape suivante, on va aller décortiquer les éléments que nous pouvons saisir dans le code, comme les expressions, les instructions ou les opérations. Alors, expression et instruction, quelle est la différence? Une expression, c'est une opération entre deux éléments, qui peuvent être soit des variables, soit des valeurs directement constantes. Par exemple, 4 plus 3, c'est une expression, x plus 2,
y fois 4, ce sont des expressions. À partir du moment où de l'autre côté de cette expression, il y a une opération d'affectation, je vais transformer cette expression en instruction. C'est-à-dire, si je fais y égale x plus 2, l'expression x plus 2, son résultat est stocké dans la variable y. J'ai donc une instruction. Le programme fait véritablement quelque chose. C'est la même chose avec l'appel des fonctions, comme on l'a vu tout à l'heure par exemple, avec println. Println est une fonction, c'est donc une instruction. Le programme va exécuter quelque chose. Il suit un ordre ou une instruction. Donc, si on fait une petite analyse, vous avez un petit document à compléter. Vous avez ici un certain nombre d'éléments. Il suffit de deviner si nous avons des expressions ou des instructions. Assez facile pour la première. X tout seul, c'est une variable simple. C'est donc une expression. Dans la deuxième, y égale x, je transfère la valeur contenue dans y dans la variable x. C'est donc une instruction. Même chose pour la suivante. La troisième n'est qu'une expression, puisqu'il n'y a pas d'affectation qui s'ensuit. Nous avons ici une instruction avec println, encore une instruction avec affectation sur saisie. X est-il égal à A, c'est une expression, je fais un test. Par contre, dans le cas suivant, à cause de l'opérateur et, j'exécute une opération entre les deux tests, c'est donc une instruction. D'accord. Donc, environ 40 grammes de beurre. Pour faire ma sauce, donc, ma variable du type matière grasse s'appelle beurre, et j'en ai pris 30 grammes. Donc j'ai initialisé ma variable, et je l'ai versée dans une casserole chaude. Première instruction. D'accord ? Ensuite, le deuxième ingrédient nécessaire à ma recette, c'est de la farine. Donc, je vais mettre environ 2 cuillères à soupe de farine, encore une fois, variable de type poudre, elle s'appelle farine, et la quantité, l'initialisation, c'est 2 cuillères. Dans les instructions, j'ai une opération qui s'appelle mélanger, donc la farine et le beurre. Ça, c'est une instruction. Une fois que cette instruction est terminée, je passerai à l'instruction suivante, qui consiste à verser le lait dans le mélange et à le laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Opération et fonction réalisation de la sauce béchamel terminée. Alors, les opérations, il en existe des tonnes. Vous avez un tableau avec une liste qui n'est pas complète, elle n'est pas exhaustive. On peut en créer d'ailleurs par nous-mêmes. Il existe des opérations sur les nombres. Tous les opérateurs numériques que vous connaissez dans les mathématiques réelles existent. S'ils ne sont pas existants par défaut dans le langage, vous pouvez les refabriquer à partir des définitions et des formules que vous connaissez. Opérations sur le texte, donc au même titre que pour les nombres, on peut comparer nos nombres, on peut les ajouter, les mettre bout à bout. Les opérations sont légèrement différentes et il suffit d'aller lire. En fait, si je voulais par exemple ajouter des caractères côte à côte pour former une chaîne, il existe une instruction spécifique qui va me permettre de le faire. Même chose pour les booléens avec les opérateurs logiques et ou et non, qui vont nous permettre de réaliser des tests et qui s'avèrent très pratiques dans le cadre de la programmation, puisque ça va nous permettre de choisir d'exécuter des fonctions selon les résultats obtenus. Alors, il existe des opérations particulières qu'on appelle le cast en anglais, ou le changement de type. On a déjà traité cet exemple-là avec la conversion binaire décimale. On peut transformer par exemple un entier en réel, ou encore un caractère en nombre, et vice-versa. Très pratique par exemple, lorsque je veux utiliser la conversion ASCII ou autre d'un caractère, puisque le caractère va être remplacé par la valeur numérique décimale de son code ASCII par défaut. Si je ne précise pas de changement, ce sera le code ASCII qui sera choisi. Donc extrêmement pratique dans ce cas-là pour obtenir et faire des opérations sur les caractères à l'aide des opérateurs numériques. Donc voilà pour cette première partie du cours sur les ingrédients d'un programme. Nous reviendrons un peu plus tard sur la suite avec justement les fonctions de test et les fonctions récursives et les répétitions et les différentes boucles. À bientôt.